Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Une délégation togolaise était à Genève, la capitale suisse, la semaine dernière. Objectif à présenter au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies les 5e et 6e rapports périodiques du pays. Des efforts restent à faire, nous ferons le point. Depuis hier dimanche, les stations d'essence sont le théâtre d'interminables queues d'engins impatients. Une pénurie de carburant sévit, une situation occasionnée par un retard de livraison, explique l'autorité de tutelle, alors que les prix ont presque doublé chez les commerçants d'essence frelatés. À l'international, le Niger semble de plus en plus méfiant à l'endroit de son voisin, le Bénin, après avoir dénoncé la semaine passée un accord militaire signé avec ce dernier en 2022. Le pays procède désormais au renforcement de son dispositif sécuritaire à la frontière avec le Bénin. Nous y reviendrons. Puis en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a annoncé avoir reçu une enveloppe de $100 000 de la part de ses partisans. Ces fonds devraient lui permettre de se présenter en tant que candidat au prochain scrutin présidentiel. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Démarrons avec cette situation inhabituelle et embarrassante qui s'observe depuis hier dimanche. La population togolaise fait face à une pénurie de carburant alors que le ministère en charge du commerce explique la situation par un retard de livraison. Les vendeurs d'essence frelatés ont doublé les prix de leurs produits. Kofi Kligé, Lodonou Gloire et Ange Sénan. C'est la situation que vivent les Togolais depuis ce dimanche. S'approvisionner en carburant est devenu la croix et la bannière. Des stations-service vides, l'on arrive à des stations bondées avec de longues files de véhicules. Les usagers d'engins à moteur à essence super ont eu toutes les peines. Ce matin, moi, j'ai circulé, je n'ai pas pu trouver les carburants. J'ai quitté Djidogome jusqu'à Sagbado. C'est Sagbado que j'ai trouvé au moins 2 litres. Au niveau de Madiba, là, tu ne peux pas prendre au moins 1 seul litre là-bas. C'est ici que je suis venu à Djidogome, total à Djidogome. Les gens sont nombreux ici. C'est pourquoi moi je voulais repartir, rester à la maison, laisser ma moto. Je ne savais pas si le soir je peux trouver le carburant encore. Donc je vais repartir à la maison ça. Ce soir, le carburant fait défaut depuis dimanche. Nous avons quitté Agbo pour Djidogome. Nous avions attendu de 18 à 20h. Aujourd'hui, nous avons un chantier à Sagbado, mais toujours, nous avons un problème de carburant. Ce matin, nous sommes venus ici à 6h. Il est presque 8h, mais rien n'est encore sûr. Quittant depuis Bekota, c'est l'unique station que j'ai rencontrée où il y a le carburant et vraiment il y a beaucoup de l'assistance. C'est trop. Donc actuellement je suis là en attente. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de trouver le carburant avant de partir. Ce qui m'énerve dans le cas des conducteurs Olé, étant donné que c'est le compteur que nous utilisons. Avec cette situation, quand tu veux marchander le prix avec le client, il refuse. Si la société Olé pouvait augmenter le kilométrage à 150 ou à 75 francs, en attendant que la situation s'améliore, cela nous arrangerait. Cette situation a fait exploser le prix de l'essence frelatée. Selon les zones du pays, les prix vont de 1 000 francs à 2 000 francs le litre. Nous avons aussi connu la panne sèche. Arrivé dans les stations, on nous dit que le carburant n'est pas disponible. Arrivé chez les vendeurs d'essence frelatée, ils disent que le litre est à 1 500 francs. Ils ont même exigé que nous laissions notre téléphone portable en garantie pour prendre 1 litre d'essence. Et quand nous aurions trouvé les 150 francs restants, nous pourrions revenir récupérer notre téléphone mis en garantie. Selon le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, la pénurie de ce dimanche a été causée par un retard dans la livraison des produits pétroliers et que la situation se normalisera dans la journée de lundi. Précision faite sur son compte X. Même si selon le ministère, les prix des produits pétroliers restent inchangés chez les vendeurs d'essence frelatée, c'est la bonne affaire actuellement.
On en parlait à l'entame de cette édition. Une délégation togolaise a présenté devant les experts du Comité des droits de l'enfant les 5e et 6e rapports périodiques du pays. Le Togo fait certes des efforts, mais l'on reconnaît que du chemin, il y en a encore à faire. Les précisions de Promise Pomegbe au travers de la voix de Kofi Clégué. À la 94e session du Comité des droits de l'enfant à Genève en Suisse, le Togo a présenté ses 5e et 6e rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et du protocole facultatif relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés. Le Togo œuvre à promouvoir les droits de l'homme partant de ceux des enfants, ceci grâce à diverses initiatives entreprises dans plusieurs secteurs. L'on note entre autres l'élargissement de l'enregistrement des naissances avec un taux de couverture actuel de 87%, la révision en cours du Code de nationalité togolaise en vue de lutter contre l'apatridie. Les mesures s'intensifient également afin de répondre efficacement aux besoins en matière d'éducation des enfants. Le pays prend des dispositions par rapport à l'adoption des enfants, la justice pour mineurs, la lutte contre le travail des enfants et les mauvais traitements. Les efforts restent perceptibles, surtout avec l'évolution permanente du monde. Ils doivent s'adapter aux multiples défis de l'heure, tels que les conflits, le terrorisme, les enjeux liés au dérèglement climatique et ceux relatifs au numérique. Composé de 18 experts indépendants, le Comité des droits de l'enfant surveille la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant par ses États parties, mais aussi l'application des protocoles facultatifs se rapportant à la Convention portant sur l'implication d'enfants dans les conflits armés, ainsi que la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le ministère en charge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a provisoirement suspendu les activités de pêche au port de pêche de Lomé. Une décision qui intervient après l'accident de 3 navires survenus dimanche dernier. Les détails de Bernard Quinvy. Quelques jours après l'accident impliquant 4 pirogues de pêcheurs au port de pêche de Lomé, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière prend des dispositions qui visent à garantir la sécurité des pêcheurs et des marins. En effet, le ministre Edem Kokutenge suspend toutes les activités de pêche au port de pêche de Lomé jusqu'à nouvel ordre. Toute reprise des activités dépendra des conditions météorologiques et les directives appropriées seront données selon le ministre. Rappelons que le jeudi dernier, 4 pirogues, lors de leur retour d'une partie de pêche au port de Gbechokbe, ont été confrontées à de puissantes vagues qui ont rendu leur entrée sur le site du port difficile. Transportant plus de 40 personnes, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Toutefois, l'accident a fait 11 blessés qui subissent actuellement des soins dans les centres de santé. Les éliminatoires de la compétition de danse traditionnelle Bobobo touchent bientôt à leur fin. 4 nouveaux groupes ont dans cette continuité pu se faire qualifier pour la prochaine phase. Retour sur l'événement avec ce reportage d'Harold Messon-Atto et Bernard Quinvy. Lancée officiellement le 17 juin dernier, la 2e édition de la compétition de danse traditionnelle Bobobo a connu son avant-dernière étape des éliminatoires. Elles se sont tenues ces samedi 16 et dimanche 17 septembre à Tove-Djigbe et à Kpalimé en présence de la population et des autorités locales. Ces éliminatoires ont permis de départager 4 groupes dans chaque poule. La confrontation à Tove-Djigbe a conduit à la qualification de Kekeli Bobobo originaire de Tove-Kpeta et de Amenweve Bobobo de Tove à Hunjo, tandis que Wome Bobobo et de Kawawa Bobobo sont sortis premiers et deuxièmes de leur poule. L'initiative de l'Observatoire panafricain du leadership féminin au PALEF et du Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique SICA, placé sous le thème Femmes, développement socio-culturel local, la sensibilisation et la conscientisation par Bobobo vise à promouvoir la culture à travers la danse traditionnelle qui est un outil de cohésion sociale. Cette édition 2023 a mis en lice 32 groupes répartis en 4 zones à raison 8 par zone. La dernière étape des éliminatoires se déroulera les 22 et 23 septembre 2023 à Vetonou et à Agougadjepe. La finale est quant à elle prévue en novembre à Kpalimé au stade de Gomido.
Au-delà de nos frontières, la France a décidé de suspendre les procédures d'adoption internationale concernant les enfants ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso et faite par toute personne résidant en France. C'est ce qu'a indiqué un arrêté du ministère des Affaires étrangères français. Cette mesure de suspension ne s'applique pas toutefois aux dossiers ayant déjà fait l'objet d'un apparentement identification par les autorités burkinabées d'une future famille adoptive spécifique pour un enfant. Donner cette décision intervient dans un contexte de dégradation des relations entre la France et le Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 via un coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a décidé en fin de semaine dernière d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France à Ouagadougou, l'accusant d'activités subversives. Restons toujours dans la sous-région pour nous intéresser cette fois-ci au Niger. Après avoir dénoncé en début de semaine dernière un accord militaire signé avec le Bénin en 2022, le pays a décidé de renforcer son dispositif sécuritaire à la frontière avec son voisin. Il accuse ce dernier de favoriser une intervention militaire sur le sol nigérien et ceci dans le but de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet dernier. Les militaires nigériens ont renforcé leur dispositif sécuritaire à Gaya, ville frontalière de Malanville au Bénin et Kamba au Nigeria, située à plus de 300 km de Niamey. Porto Novo est accusé d'avoir accueilli à la frontière avec le Niger des soldats français, du matériel et des soldats de la CEDEAO. Ce que les autorités béninoises démentent. Sur place, les habitants se disent moins inquiets. À Gaya, nous sommes calmes et sereins. L'histoire ancienne, parce que je vous renvoie aux années 63-64, où il y a eu une tension entre le Bénin et nous à cause de l'île de l'été. Il y a eu un tel déploiement donc, des forces de sécurité ici à Gaya. Et donc pratiquement, ça fait la deuxième fois pour des événements comme ça qu'on se retrouve dans la même position avec le même pays. Dans la foulée, les militaires ont suspendu les accords d'assistance militaire signés en 2022 avec le Bénin pour surveiller les mouvements terroristes. Ce déploiement rassure la société civile. Ce déploiement-là des militaires au niveau du département de Gaya, ça a tranquillisé, ça a moralisé la population et moi-même en personne. Parce qu'au premier temps, vraiment, les gens étaient tellement inquiets contre les informations sur les réseaux sociaux, soit disant telle chose va se passer, telle chose va se passer. Et on voit que le nombre de evidence que nous avons ici, ou bien nos matériaux ne peuvent pas suffire. Et à notre grande surprise, on voit un déploiement des militaires en direction du département de Gaya qui ont pu occuper toute la frontière côté Bénin et Nigeria. Et ça a rassuré aux gens que vraiment l'État a pris les dispositions nécessaires, quelle qu'en soit la situation, elle peut être gérée. En plus de Gaya, des militaires nigériens sont déployés dans le département de Koni, situé à plus de 400 km de Niamey, sur la principale frontière avec Ilela, au Nigeria. Et en République démocratique du Congo, le peuple voudrait bien voir le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege, comme candidat aux prochaines élections présidentielles en souhait, qui s'est traduit par un don de $100 000 à l'endroit de ces derniers, soit le montant de la caution nécessaire pour pouvoir se présenter comme candidat au prochain scrutin présidentiel. Le docteur Denis Mukwege a indiqué avoir reçu de ses partisans $100 000 pour une éventuelle candidature à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo. Venu en nombre jusqu'à son hôpital à Bukavu dans l'est de la RDC, des membres de la société civile lui ont remis samedi un chèque du montant de la caution nécessaire pour briguer la présidentielle. Si le prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes violées n'a pas confirmé sa candidature, face à ses donateurs, il a déclaré, je cite, « Lorsque le peuple décide de prendre le pouvoir, aucun système ne peut s'y opposer ». Âgé de 68 ans, Mukwege est une des voix critiques du régime du président Félix Tshisekedi.
Il lui reproche notamment d'avoir fait appel à des armées d'Afrique de l'Est pour affronter la rébellion du M23 qui s'est emparée de vastes zones au nord Kivu. La présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre 2023. Le président Tshisekedi est candidat à un second mandat de 5 ans. Restons en République démocratique du Congo où 17 personnes auraient perdu la vie dans un glissement de terrain occasionné par des pluies torrentielles dans le nord-ouest de la province de Mongala, le long du fleuve Congo dans la ville de Lissal. L'annonce a été faite hier dimanche par les autorités avertissant que le bilan pourrait s'alourdir alors que les sauveteurs fouillent encore les décombres des maisons qui se sont effondrées. Les autorités ont également signalé un besoin urgent de machines pour aider à déblayer les débris et tenter de sauver les survivants. Quittons la République démocratique du Congo pour la Libye, une semaine après le drame occasionné par le passage de la tempête Daniel dans l'est du pays. La ville de Derna demeure encore un tableau sinistre. Les recherches se poursuivent toujours dans l'espoir de retrouver certains survivants. Voici les images. À Derna, une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et détruit des immeubles entiers, des secouristes fouillaient lundi les débris à la recherche de corps ou d'éventuels survivants. Cet habitant a survécu à ces pluies torrentielles. Réveillé par les cris de ses voisins pendant la nuit, il a assisté impuissant à l'inondation de son quartier. Si sa famille et lui ont réussi à s'échapper, plusieurs autres n'ont pas eu cette chance. Nous sommes maintenant au 4e étage. C'est mon appartement. L'eau a atteint 2 mètres de haut, juste là, à la hauteur de mes mains. Nous avons emmené les familles dans la cage d'escalier et de là, sur le toit. Certaines parties de la ville de Derna, incluant des bâtiments et des infrastructures, ont été rayées de la carte. Et d'après des habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point les gens sont choqués et traumatisés. Même dans les centres de santé, le personnel est absent ou n'est pas en mesure de travailler. Une équipe de sauveteurs français a installé un hôpital de campagne à Derna. 4 secouristes grecs et 3 Libyens ont été tués dans un accident de la route dans cette ville. Selon un dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé, la catastrophe a fait un peu plus de 3000 morts. Puis, bonne nouvelle pour les 2000 rhinocéros de la ferme Platinum Rhino. Ils ont désormais la possibilité d'être relâchés dans la nature, plus précisément dans des zones sécurisées sur l'ensemble du continent africain. Un souhait rendu possible grâce à un financement obtenu par l'African Parks. Les détails. L'avenir est désormais tout tracé pour les 2000 rhinocéros de la ferme Platinum Rhino. Ils seront relâchés dans la nature grâce à l'African Parks qui a obtenu un financement d'urgence pour acheter la propriété de 7800 hectares. Spécialisée dans la conservation, cette ONG gère près de 22 parcs nationaux dans 12 pays africains. L'idée de la conservation est primordiale en raison de l'importance de ces rhinocéros qui représentent probablement environ 15% de tous les rhinocéros blancs du continent africain. Il est impératif de veiller à ce que ces animaux restent en sécurité. L'Afrique du Sud abrite la plus grande population de rhinocéros d'Afrique. Leur nombre n'a cessé d'augmenter grâce aux efforts de conservation déployés par des organisations telles qu'African Parks. Quel que soit l'endroit où ils seront relâchés, ils pourront devenir complètement sauvages. La plupart d'entre eux se trouveront dans des zones où ils pourront survivre sans alimentation supplémentaire, même si dans un premier temps, ils en auront peut-être besoin pour s'adapter. Mais à terme, ils deviendront des rhinocéros sauvages et se comporteront et survivront comme des animaux sauvages avec des comportements naturels. La ferme Platinum Rhino sera progressivement abandonnée au fur et à mesure que des groupes de rhinocéros seront transférés dans des zones protégées à travers l'Afrique. Il s'agit d'une tâche gigantesque qui devra être réalisée par étapes en déplaçant des centaines d'animaux chaque année. Potentiellement, ce transfert ou ce réensauvagement de ces rhinocéros peut avoir un effet bénéfique sur la conservation à travers le continent, non seulement du point de vue de la conservation des rhinocéros, mais aussi de la conservation d'autres espèces
espaces naturels. Je suis donc un fervent partisan de ce projet et je pense qu'il s'agit là d'un résultat merveilleux pour les éleveurs de rhinocéros qui peuvent ainsi avoir un impact important sur la conservation du continent. Avec le braconnage, le nombre de rhinocéros blancs d'Afrique est passé de 20 000 en 2012 à 13 000 aujourd'hui selon l'African Parks. Ce programme de réensauvagement bénéficie du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Voilà, ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.